et se replie sur elle-même, ralentissant la chute et sauvant la vie d'Alcides. Quand la plateforme a heurté le mur de l'immeuble voisin, elle s'est pliée en forme de V, exactement à l'endroit où Alcides se trouvait lors de l'impact. Mais comment a-t-il pu avoir la vie sauve? J'adore les courses de NASCAR. Quand j'étais petit, on regardait en famille ces horribles accidents où les voitures font des tonneaux et s'enflamment. Puis, tout à coup, on voyait le pilote se détacher et sortir indemne des flammes. Je me demande encore comment les pilotes pouvaient survivre à ces accidents. À mon avis, c'est exactement le même phénomène. La plateforme s'est repliée sur lui et a formé une espèce de cage protectrice. La plateforme a agi comme un ressort en absorbant la chute. Quelle ironie. La plateforme à l'origine de l'accident a protégé Alcides d'une mort certaine. Mais ce n'est pas tout. La position d'Alcides y est aussi pour quelque chose. La force de l'impact a été absorbée par tout son corps, de sorte que l'impact sur chaque partie de son corps a été moindre que s'il était tombé tête première ou sur les pieds. 47 étages de câbles et de cordes ont atterri près de la plateforme. C'était un véritable champ de bataille. On aurait dit que quelqu'un avait placé son corps en plein milieu de tout ça, dans la seule position où on était susceptible de le retrouver en vie. Voilà la dernière pièce de cet incroyable casse-tête. Contre toute attente, un étrange concours de circonstances a sauvé la vie de ce laveur de vitres. Les amis et la famille d'Alcides croient que c'est un miracle s'il est en vie. Si un miracle est synonyme de coup de chance inouï, alors peut-être. Mais c'est aussi grâce à l'extraordinaire dynamique des forces de la physique. J'adore la physique. Inutile de me dire que le monde dans lequel on vit est parsemé de dangers. Chaque fois qu'on sort, on fait face à mille et une façons de connaître une fin tragique. Mais on n'est nulle part si bien que chez soi. Pas vrai? C'est du moins ce que je croyais. Mais les temps ont bien changé. De nos jours, personne n'est à l'abri d'un mystérieux assaillant, susceptible de frapper à la maison, à tout moment. Partout dans le monde, des objets non identifiés tombent du ciel par de belles journées ensoleillées, entraînant des conséquences destructrices et potentiellement mortelles. Nous sommes dans le village paisible de Brush, au Colorado. Donald Hagen était dans le confort de son foyer quand elle a été attaquée. Voilà ma maison. Ce samedi-là, ma fille et moi nous sommes levés et avons relaxé comme tous les samedis matins. Je suis allée m'asseoir à l'ordinateur, juste à côté de la cuisine. Je me réveillais tranquillement en buvant un café. En toute quiétude chez elle, Donald ne se doute pas que sa matinée prendra une toute autre tournure. Une tournure des plus bizarres et terrifiantes. J'étais à environ 1 mètre de la cuisine quand j'ai entendu un bruit d'explosion. Je m'attendais à voir quelque chose d'horrible en regardant dehors. Je me suis retournée vers la cuisine et elle avait été entièrement détruite. Des poutres pendaient et le plafond était défoncé. C'était incroyable. J'étais sous le choc. J'étais trop abasourdie pour avoir peur. Tout de suite après l'incident, j'étais trop sous le choc pour avoir peur, mais ma fille était hystérique. Elle est arrivée en criant et en pleurant. Elle voulait sortir de là au plus vite.
Je ne savais pas si la maison était sécuritaire, ni ce qui avait causé l'explosion, et encore moins si ça se reproduirait. J'étais bouche bée. Je ne savais pas du tout comment réagir. Donnell croit d'abord qu'une conduite de gaz a explosé. Mais c'est à la suite de l'inspection des dommages que l'on découvre la cause invraisemblable du sinistre. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion, mais que quelque chose avait percuté la maison. En fouillant, on a trouvé un énorme bloc de glace de la taille d'une boule de quille. Une boule de glace d'une dizaine de kilos venait de s'écraser sur la maison de Donnell. Quand j'ai vu le bloc de glace, je n'ai pas tout de suite fait le lien. Je trouvais étrange qu'il y ait de la glace dans les débris de la cuisine, mais je n'ai pas réagi. C'est quand les pompiers et le type de la compagnie de gaz sont arrivés que j'ai commencé à comprendre. De la glace? On adore la glace. On patine dessus. On en met dans nos boissons. On s'en sert pour soulager les muscles endoloris. Mais ce n'était pas ce type de glace. C'était un fragment de cette taille, pesant près de 10 kilos. Imaginez qu'il passe à travers votre toit. D'où peut bien venir un bloc de glace de cette taille? Aussi gros qu'un ballon de basketball. Un lancer franc de Shaquille O'Neal? Impossible de répondre moi-même à cette question. Des chercheurs de la Texas Tech University vont tenter de déterminer les dommages que peut occasionner un bloc de glace. Comment? À l'aide d'un énorme canon. Aujourd'hui, on va tirer de la glace. Intéressant. Allons-y. Le premier test consistera à propulser un bloc de glace de 2 kg à sa vitesse terminale, soit la vitesse de chute la plus rapide qu'un objet peut atteindre. Pour un objet de 2 kg, la vitesse terminale est d'environ 180 km/h. On reproduira ainsi la vitesse de chute d'une boule de glace grosse comme un melon, tombant d'environ 600 mètres. Attention, 3, 2, 1... Incroyable. Le bloc l'a transpercé comme une balle. Revoyons la scène au ralenti. J'ai toujours rêvé de dire ça. On sait maintenant qu'un bloc de glace peut défoncer le toit d'une maison, mais cela n'a rien de comparable aux dégâts causés par celui qui a percuté la maison de Donnell. On estime qu'un bloc de la taille de celui qui a traversé le toit de Donnell se déplaçait à une vitesse terminale d'environ 240 km/h. Mais ce test n'est qu'à demi concluant, car on ne connaît pas la hauteur de laquelle est tombé le bloc de glace. Pour le savoir, il nous faudra plus d'indices. La première cause que l'on pourrait être tenté de suspecter est la grêle. Les gouttelettes d'eau gelée qui se forment lors des orages à près de 21 000 mètres d'altitude sont reconnues pour causer de sérieux dommages. Comme en 2007, à Edmonton, au Canada, où des grêlons de la taille de balles de baseball se sont abattus sur un secteur résidentiel. À plus de 1000 km de là, le ciel de Vancouver n'avait rien d'orageux, lorsqu'un énorme bloc de glace est tombé dans le quartier de Chris Drab en 2009. C'est sans aucun doute la chose la plus étrange et fascinante que j'ai vue de ma vie. C'était un vendredi après-midi chaud et ensoleillé. Je tondais le gazon quand j'ai entendu un bruit sourd, comme un tir d'obus ou un coup de tonnerre. J'ai regardé vers le ciel et j'ai vu quelque chose tomber à vitesse grand V. Ça venait vers moi. Et ça ressemblait à un gros fragment de roche, suivi d'une traînée de débris ou de fumée. Je ne comprenais pas. C'était ensoleillé et chaud. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Comme dans le cas de Daniel Hagen,
La bombe de glace dont parle Drab semblait venir de nulle part, par un bel après-midi calme et ensoleillé. Ça ne pouvait donc pas être de la grêle. De plus en plus bizarre. Alors, d'où peut bien venir cette glace? Voici une piste. La maison de Donnell est située sous le couloir aérien d'un grand aéroport. Coïncidence? Le secteur de l'aviation serait-il responsable de ces mystérieuses bombes de glace? Comme l'explique le pilote professionnel Stuart McCaskill, le secteur de l'aviation connaît ses propres problèmes de glace. Plusieurs accidents sont survenus à cause de la glace. La formation de givre est l'une des principales préoccupations de tout pilote. La glace se forme sur les avions de deux façons, au sol et en vol. Le givre en vol se forme lorsqu'un avion passe à travers un nuage formé de gouttelettes glacées qui gèlent sur le coup de l'impact. La glace se forme au contact de gouttelettes d'eau glacée. Elle ne s'accumule pas uniformément sur les ailes, ce qui provoque l'instabilité aérodynamique de l'appareil. C'est comme si la glace freinait la portance de l'avion. Nul doute que la glace peut causer d'importants problèmes. C'est pourquoi l'industrie de l'aviation a mis au point de l'équipement anti-givrage de pointe. On s'est penché sur la roue et sur l'aile. Désolé, j'ai le nez qui brille. Mais y a-t-il un endroit où on n'a pas encore regardé? Oh non. Qu'en est-il de la légende urbaine, voulant que les avions taillent? Pesant près de 10 kilos. Imaginez qu'ils passent à travers votre toit. D'où peut bien venir un bloc de glace de cette taille? Aussi gros qu'un ballon de basketball. Un lancer franc de Shaquille O'Neal? Impossible de répondre moi-même à cette question. Des chercheurs de la Texas Tech University vont tenter de déterminer les dommages que peut occasionner un bloc de glace. Comment? À l'aide d'un énorme canon. Aujourd'hui, on va tirer de la glace. Intéressant. Allons-y. Le premier test consistera à propulser un bloc de glace de 2 kg à sa vitesse terminale, soit la vitesse de chute la plus rapide qu'un objet peut atteindre. Pour un objet de 2 kg, la vitesse terminale est d'environ 180 km/h. On reproduira ainsi la vitesse de chute d'une boule de glace grosse comme un melon, tombant d'environ 600 mètres. Attention, 3, 2, 1... Incroyable. Le bloc l'a transpercé comme une balle. Revoyons la scène au ralenti. J'ai toujours rêvé de dire ça. On sait maintenant qu'un bloc de glace peut défoncer le toit d'une maison, mais cela n'a rien de comparable aux dégâts causés par celui qui a percuté la maison de Donnell. On estime qu'un bloc de la taille de celui qui a traversé le toit de Donnell se déplaçait à une vitesse terminale d'environ 240 km/h. Mais ce test n'est qu'à demi concluant, car on ne connaît pas la hauteur de laquelle est tombé le bloc de glace. Pour le savoir, il nous faudra plus d'indices. Les amis et la famille d'Alcides croient que c'est un miracle s'il est en vie. Si un miracle est synonyme de coup de chance inouï, alors peut-être. Mais c'est aussi grâce à l'extraordinaire dynamique des forces de la physique. J'adore la physique. Inutile de me dire que le monde dans lequel on vit est parsemé de dangers. Chaque fois qu'on sort, on fait face à mille et une façons de connaître une fin tragique. Mais on n'est nulle part si bien que chez soi. Pas vrai?
C'est du moins ce que je croyais. Mais les temps ont bien changé. De nos jours, personne n'est à l'abri d'un mystérieux assaillant, susceptible de frapper à la maison, à tout moment. Partout dans le monde, des objets non identifiés tombent du ciel par de belles journées ensoleillées, entraînant des conséquences destructrices et potentiellement mortelles. Nous sommes dans le village paisible de Brush, au Colorado. Donald Hagen était dans le confort de son foyer quand elle a été attaquée. Voilà ma maison. Ce samedi-là, ma fille et moi nous sommes levés et avons relaxé comme tous les samedis matins. Je suis allée m'asseoir à l'ordinateur, juste à côté de la cuisine. Je me réveillais tranquillement en buvant un café. En toute quiétude chez elle, Donald ne se doute pas que sa matinée... La première cause que l'on pourrait être tenté de suspecter est la grêle. Les gouttelettes d'eau gelée qui se forment lors des orages à près de 21 000 mètres d'altitude sont reconnues pour causer de sérieux dommages. Comme en 2007, à Edmonton, au Canada, où des grêlons de la taille de balles de baseball se sont abattus sur un secteur résidentiel. À plus de 1000 km de là, le ciel de Vancouver n'avait rien d'orageux, lorsqu'un énorme bloc de glace est tombé dans le quartier de Chris Drab en 2009. C'est sans aucun doute la chose la plus étrange et fascinante que j'ai vue de ma vie. C'était un vendredi après-midi chaud et ensoleillé. Je tondais le gazon quand j'ai entendu un bruit sourd, comme un tir d'obus ou un coup de tonnerre. J'ai regardé vers le ciel et j'ai vu quelque chose tomber à vitesse grand V. Ça venait vers moi et ça ressemblait à un gros fragment de roche, suivi d'une traînée de débris ou de fumée. Je ne comprenais pas. C'était ensoleillé et chaud. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Comme dans le cas de Donald Hagen, la bombe de glace dont parle Drab semblait venir de nulle part, par un bel après-midi calme et ensoleillé. Ça ne pouvait donc pas être de la grêle. De plus en plus bizarre. Alors, d'où peut bien venir cette glace? Voici une piste. La maison de Donald est située sous le couloir aérien d'un grand aéroport. Coïncidence? Prendra une toute autre tournure. Une tournure des plus bizarres et terrifiantes. J'étais à environ 1 mètre de la cuisine quand j'ai entendu un bruit d'explosion. Je m'attendais à voir quelque chose d'horrible en regardant dehors. Je me suis retournée vers la cuisine et elle avait été entièrement détruite. Des poutres pendaient et le plafond était défoncé. C'était incroyable. J'étais sous le choc. J'étais trop abasourdie pour avoir peur. Tout de suite après l'incident, j'étais trop sous le choc pour avoir peur, mais ma fille était hystérique. Elle est arrivée en criant et en pleurant. Elle voulait sortir de là au plus vite. Je ne savais pas si la maison était sécuritaire, ni ce qui avait causé l'explosion, et encore moins si ça se reproduirait. J'étais bouche bée. Je ne savais pas du tout comment réagir. Donald croit d'abord qu'une conduite de gaz a explosé. Mais c'est à la suite de l'inspection des dommages que l'on découvre la cause invraisemblable du sinistre. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion, mais que quelque chose avait percuté la maison. En fouillant, on a trouvé un énorme bloc de glace de la taille d'une boule de quille. Une boule de glace d'une dizaine de kilos venait de s'écraser sur la maison de Donald. Quand j'ai vu le bloc de glace, je n'ai pas tout de suite fait le lien. Je trouvais étrange qu'il y ait de la glace dans les débris de la cuisine, mais je n'ai pas réagi.
C'est quand les pompiers et le type de la compagnie de gaz sont arrivés que j'ai commencé à comprendre. De la glace? On adore la glace. On patine dessus. On en met dans nos boissons. On s'en sert pour soulager les muscles endoloris. Mais ce n'était pas ce type de glace. C'était un fragment de cette et se replie sur elle-même, ralentissant la chute et sauvant la vie d'Alcides. Quand la plateforme a heurté le mur de l'immeuble voisin, elle s'est pliée en forme de V, exactement à l'endroit où Alcides se trouvait lors de l'impact. Mais comment a-t-il pu avoir la vie sauve? J'adore les courses de NASCAR. Quand j'étais petit, on regardait en famille ces horribles accidents où les voitures font des tonneaux et s'enflamment. Puis, tout à coup, on voyait le pilote se détacher et sortir indemne des flammes. Je me demande encore comment les pilotes pouvaient survivre à ces accidents. À mon avis, c'est exactement le même phénomène. La plateforme s'est repliée sur lui et a formé une espèce de cage protectrice. La plateforme a agi comme un ressort en absorbant la chute. Quelle ironie. La plateforme à l'origine de l'accident a protégé Alcides d'une mort certaine. Mais ce n'est pas tout. La position d'Alcides y est aussi pour quelque chose. La force de l'impact a été absorbée par tout son corps, de sorte que l'impact sur chaque partie de son corps a été moindre que s'il était tombé tête première ou sur les pieds. 47 étages de câbles et de cordes ont atterri près de la plateforme. C'était un véritable champ de bataille. On aurait dit que quelqu'un avait placé son corps en plein milieu de tout ça, dans la seule position où on était susceptible de le retrouver en vie. Voilà la dernière pièce de cet incroyable casse-tête. Contre toute attente, un étrange concours de circonstances a sauvé la vie de ce laveur de vitres.